Chapitre 13. Les quelques mots bredouillés par Lem ont ébranlé Cornebic. En réalité, il n'attendait que ça. Il s'en rend compte maintenant. Qu'on lui dise « Allez, arrête de couiner, mon gars, et bouge-toi le derrière !» Une flamme vient de s'allumer dans le noir de ces ténèbres. Il se réchauffe à cet espoir insensé. « Allez sur place, chez les griffus, et reprends le petit pied. » Son imagination s'emballe, il n'endort pas de la nuit. Tantôt il les envoie valdinguer à grands coups de corne, et une fois le terrain dégagé, il repart tranquillement, pied sous le bras. Tantôt il se glisse, plus silencieux qu'un Indien sioux, près du lit où le petit dort, et il l'emporte par la fenêtre. Tantôt il se dresse, torse bombé, devant une centaine de fouines stupéfaites, et il rugit d'une voix terrible. « Maintenant, ça suffit, les danseuses. Ce gosse est à moi. Vous entendez? À moi. Alors vous allez vous manier le train et me le rendre bien gentiment, en bonne fifi que vous êtes. Sinon... » Là, il change de ton et murmure, blême de colère. « Sinon, je vais être très fâché. » Il le répète en détachant bien les mots. « Très, très fâché. » Elle se concerte, tremblante, puis l'une d'elles apporte pied dans ses bras et le lui rend. « Excusez-nous, nous ne savions pas que vous étonniez à ce point. Voilà la petite aussi. Emportez donc les deux. Vous prendrez bien quelque chose avant de nous quitter. Une tasse de thé, des gâteaux secs. » Au matin, la fraîcheur de l'air et la lumière du jour le dessoulent un peu. Mais la fragile lueur d'espoir ne s'est pas éteinte. À côté de lui, Lem s'étire, abaille, se gratte. Si ça se trouve, il a tout oublié, lui, depuis hier. Voyons un peu. Bien dormi, Lem? Qu'est-ce que tu me racontes de beau? Faut aller le chercher, je te dis. Ils sont bien d'accord, donc. Et pendant toute la journée, la conversation va bon train. Lem est carrément survolté, un peu trop au goût de Cornebic, qui tâche en vain de lui expliquer que leur mission pourrait comporter certains risques. Mais Lem balaie tous ses arguments. Écoute-moi, Cornebic, tu prétends qu'elles te connaissent et qu'elles te choperont dès que tu pointeras ton museau là-bas. Faux, puisqu'elles ne te reconnaîtront pas, bougre d'imbécile. Regarde-toi, tu es maigre, tu as une grande barbiche et tu joues du piano. Du banjo, Lem. Je t'en prie, je ne t'ai pas interrompu. Bon, si tu mets un coussin sous ta veste pour l'embonpoint, que tu tailles ta barbe et que tu planques ton clairon sous ma charrette, je vais défi de te reconnaître. Tu deviens un bouc entre les milliers d'autres boucs existants. Vous êtes des milliers, non, dans ton pays? Au moins. Eh ben, dis donc, j'espère que les autres sont moins faussaires que toi. Très bien, Lem. Imaginons qu'elles ne me reconnaissent pas. Elles ne te reconnaîtront pas. Tiens, je te ferai passer pour mon second, un assistant que je formerai. Qu'est-ce qui te fait rire? Rien. Donc, elles ne me reconnaissent pas. Je suis ton assistant. Nous voyageons dans le pays, n'est-ce pas? Et après, comment vois-tu la suite des événements, hein? Ça se complique, là. Monsieur, pas de problème. Ça se complique rien du tout. 1. On se débrouille pour localiser les petits. 2. On les enlève. Et 3. On décanille. On décanille, mon pauvre Lem. Ta naïveté me sidère. Alors, écoute-moi à ton tour, s'il te plaît. Il y a une petite différence entre toi et moi. Oh, pas bien grande, mais tout de même. Les griffus, monsieur le docteur, je les ai eu aux fesses, moi. Elles m'ont coursé plusieurs kilomètres, et si j'avais pas réussi un coup de bluff à 1 contre 1000, elles me plantaient leur croc dans la couine. Or, sans vouloir t'offenser, j'estime courir à peu près 7 fois plus vite que toi. En décanille, laisse-moi rire. Deuxièmement, monsieur le professeur, les griffus, je les ai vus, de très près, de trop près. Quand elles te fixent avec leurs yeux jaunes, tu peux jouer les matamores pour la galerie, mais en réalité, t'es pas loin de faire dans ta culotte. Qui que tu sois, diplômé ou non, sache-le, Lem. D'accord, j'ai compris. Mais vous faites des phrases beaucoup trop longues, monsieur Cornebic. 3 mots auraient suffi pour dire la même chose. 3 mots? Oui,
J'ai les craquettes. 1, 2, 3, c'est bien ça. Long silence. Puis, Cornebic explose. Les craquettes, mais bien sûr que je les ai, bon Dieu l'aime. Faut être fou pour ne pas les avoir. Essaie de comprendre. Et arrête de siffloter dans d'un chien. Pendant les jours qui suivent, mine de rien, il tâche de se renseigner sur les griffus auprès des gens qu'il rencontre. Plus il en saura sur elles, mieux ils pourront les affronter. Voici ce qu'ils apprennent au fil de leur enquête. Les fouines vivent, paraît-il, retirées dans une région montagneuse difficile d'accès, mais très jolie à regarder. C'est appréciable. Après tout, s'ils doivent y laisser leur peau, autant que ce soit dans un décor plaisant. Ensuite, on raconte qu'elles obéissent, les yeux fermés, à une sorte de griffu supérieur, qu'elle nomme affectueusement grand-mère. Cette fouine rassemblerait dans son unique personne la cruauté de toutes les autres réunies. Un concentré en somme. Ça laisse songeur, non? Grand-mère. Cornebic a déjà entendu ce nom-là. La voix acidulée de Pearl lui revient en mémoire. Très embêtant, et grand-mère ne va pas être contente. Enfin, dernière information. La résidence de cette charmante grand-mère se trouverait dans une grande et belle cité de pierre, mais peu d'étrangers y ont mis les pieds. Voilà, ils n'en savent pas davantage, tandis qu'ils cheminent vers l'ouest. C'est un peu maigre, hein? Peu à peu, Cornebic reconnaît des paysages qu'il a traversés autrefois, dans l'autre sens. Un champ de pierre, un mur écroulé à l'abri duquel il a dormi. Il retrouve même le ruisseau où il a catapulté Pearl les flèches à l'époque. Revoir ces endroits connus lui chatouille l'abdomen. Il suffirait qu'il continue tout droit quelques jours encore, et il se retrouverait parmi les siens, au pays des boucs. Est-ce qu'il les reverra un jour? Rien n'est moins sûr. Quelquefois, il est tout près de flancher. Il a envie de prendre Lem entre quatre yeux et de lui dire la vérité. Il ne possède pas une chance sur 1000 de réussir. Ce qu'ils sont, deux agneaux bêlants qui marchent vers le loup. Mais dès qu'il ouvre la bouche pour le faire, Lem lui cloue le bec. Tu réfléchis trop, Cornebic. Tu vas te faire péter les tuyaux de la tête à force. Ce vieux coq des Cathy a le chic de le faire rire et le rassurer. Lui-même ne doute pas une seconde du succès de leur entreprise. Par inconscience, hélas. Ils avancent maintenant dans l'interminable plaine. Rien n'a changé. Le même vent venu du même nord leur glace les os. Les mêmes corbeaux croassent sous les mêmes nuages. Apparemment, ils n'ont rien trouvé de plus intéressant à faire depuis la dernière fois. Ou les garçons, vous ne vous ennuyez pas trop? Un matin, il distingue à l'horizon la silhouette tourmentée d'une montagne, plein sud. Lem pointe son doigt tout excité. C'est là! Dans 3 heures, on y est! Ils obliquent aussitôt et continuent leur route, poussés par le vent. Le tintement des bouteilles dans la charrette les accompagne. Ding-ding, ding-ding. Les 3 heures de Lem se transforment en 3 jours, en 5. Cornebic a une fringale de tous les diables. Il en aurait presque hâte d'arriver du coup. Elles doivent bien avoir quelque chose à becqueter, les fouines. Un soir, ils installent leur campement en sachant que c'est sans doute le dernier. La montagne se dresse là, à portée de crachat. Ils grignotent quelques biscuits secs et fument pour tromper la faim. Le vent s'est calmé, ils allument un petit feu. Cornebic pince doucement les cordes de son banjo et fredonne « Good night, little darling » en rêvant à Blanche Bicoune. Lem l'écoute en battant la mesure de sa tête maigre. Il a retroussé ses manches sur des bras qui ressemblent à des baguettes de tambour. De temps en temps, il lève les yeux et contemple la montagne, ravi.